Bonjour et bienvenue chez Agora, mesdames et messieurs. J'accueille avec plaisir Madame Mélanie Richard, infirmière, clinicienne, psychothérapeute reconnue, auteure du best-seller Émerger de sa zone de confort, réalisé Votre plein potentiel, qui a propulsé son activité à l'international. Elle partage son expertise à travers des conférences, des formations en santé mentale et en leadership, ainsi que son podcast L'authenticité mise à nu. Son approche personnalisée met en avant le potentiel unique de chacun autant en individuel qu'auprès des entrepreneurs où elle met l'humain au centre de l'entreprise. Elle vient de faire paraître tout récemment chez les éditions Béliveau Vivre avec un proche qui souffre de dépression. Madame Mélanie Richard, je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Merci beaucoup. Enchantée, un grand merci pour cette invitation, j'apprécie. Ça fait plaisir. Voilà votre livre Vivre avec un proche qui souffre de dépression, paru chez les éditions Béliveau, Mélanie Richard, avec un préface du docteur Florent Chanut, psychiatre aussi. Alors, dans un premier temps, la première question là qui revient de manière générale, c'est sur la dépression, parce que les gens, ils savent ce que c'est que la dépression, mais on n'approfondit pas le concept là. Comment est-ce que vous pouvez le définir de votre point de vue de clinicienne et de psychothérapeute? En fait, je suis heureuse que vous m'offrez cette opportunité-là parce que je trouve qu'encore aujourd'hui, en 2025, il y a beaucoup de stigmatisation. La stigmatisation vient justement de manque de connaissances, justement parce que c'est pas que c'est peu connu, mais il y a encore beaucoup de jugements par rapport à ça. C'est pas quelque chose qu'on voit la dépression comme un bras cassé, on le met dans le plâtre quelque temps, puis après tout est correct. Donc la dépression, il y a vraiment, pour avoir un diagnostic, il y a vraiment des éléments à pouvoir, à répondre. Mais il faut que ça soit sur une durée d'au moins 2 semaines consécutives. Donc, il va y avoir la tristesse, il va y avoir, au niveau du sommeil, ça va être affecté. Soit on va dormir trop, pas assez. L'alimentation peut aussi être affectée. Au niveau de l'humeur, donc, ça va être difficile aussi. Au niveau de l'énergie, les gens vont souvent dire, écoute, je dors, mais je me lève, j'ai toujours pas d'énergie. C'est lourd dans ma tête, au niveau des pensées aussi. Donc, pour ne nommer que cela, chaque personne, c'est un peu différent. Il y a différents niveaux aussi, parce que la dépression, il y a différents niveaux. On peut être en dépression légère, modérée Oui. ou sévère. C'est sûr, l'idéal, c'est de s'en rendre compte le plus rapidement pour ne pas se rendre en dépression sévère. Puis, je lance juste quelques éléments comme ça, puisqu'il faut quand même un diagnostic avec un médecin. Puis, je dirais surtout aux gens, quand vous ne vous reconnaissez pas, quand vous trouvez justement, pas juste une journée ou deux, là, donc ça, on appelle ça la déprime, c'est normal dans le sens que ça peut arriver à n'importe qui d'avoir une journée, 2 jours, 3 jours, on se sent déprimé, ça va moins bien, tout est plus difficile, tout est plus lourd. Donc, mais c'est aussi un symptôme de dépression. Donc, c'est vraiment au moins 2 semaines consécutives au niveau des symptômes. Très bien, parfait. Alors, je vais montrer encore cette page couverture. Là, c'est bien vous-même avec votre maman que vous avez accompagnée Avec ma mère. pendant, oui, exactement, qui était une période critique, on va dire. Là, ce que je veux vous dire, c'est que vous avez vécu avec elle cette période. C'était une période très sensible pour vous. Qu'est-ce que vous avez retenu justement de cette période d'accompagnement sensible? Et quel est l'enseignement que vous en avez tiré, Mme Richard? En fait, à ce moment-là, moi, j'étais en pleine adolescence. J'avais 13 ans quand ma mère a eu le diagnostic de dépression. Puis, à ce moment-là, c'était vraiment, on n'en parle pas, hein, donc, c'était quelque chose qu'on gardait sous silence. Et puis, moi, on m'a rien demandé, mais de par moi-même, j'ai pris plus de responsabilités puisque je voyais que ma mère, elle allait pas bien. Là, je la voyais, pas que je la reconnaissais pas, je la reconnaissais ma mère, mais dans ses comportements étaient différents. Elle avait plus d'énergie, elle était moins présente. C'était une femme active qui était toujours là pour nous. Elle était là à la maison, là, mais donc, j'ai pris des responsabilités et j'ai voulu la protéger en disant, ben, je veux plus qu'elle soit comme ça. Et surtout, l'impact que ça a eu sur moi, Oui. tout ce que je suis en train de vous dire, je n'avais pas conscience de ça à ce moment-là, mais je me suis dit, moi, je vais devenir experte en santé mentale. De un, pour moi-même ne pas tomber, de ne pas vivre une dépression, mais pour aussi
aider les gens pour pas se rendre là, soit ne pas se rendre là ou réussir à s'en sortir, puisque ça génère beaucoup de souffrance. C'est difficile à mettre des Mhm. mots sur la dépression, mais MOTS, mais c'est beaucoup de mots MAUX. C'est très souffrant pour la Oui, personne et l'entourage. très bien, parfait. Alors, votre livre, il est émaillé de beaucoup de citations. Par exemple, j'en retiens entre autres celle-là. Là. La chute, ce n'est pas l'échec. L'échec, c'est de rester là où on est tombé là. Ça, c'est de Socrate. Mais encore, il faudrait aussi faire la nuance. Là, vous en parlez tout à l'heure, là, quand on ne se sent pas bien, quand on est autre dans son identité, qu'on est dans l'obscurité, qu'on ne se reconnaît pas dans son moi, c'est apparemment des signes. Mais là, je voudrais faire référence à nos ados qui se renferment, les adolescents qui ne veulent pas allumer la lumière, qui sont souvent dans l'obscurité, qui ne veulent pas parler à leurs parents. Cela aussi peut engendrer des séquelles. Hein. C'est aussi la dépression, c'est là, là. Oui, en fait, c'est bien d'en parler puisque c'est justement, il y a un mouvement ces temps-ci d'en parler de plus en plus aussi, la dépression et la santé mentale en général chez les jeunes. En fait, de s'isoler, comme vous dites, de ne pas voir les proches, les amis, de faire moins d'activités, ce n'est pas aidant. Et à l'inverse, ce sont des facteurs de protection. Donc, pour les jeunes, de sortir, voir les amis, faire des activités, que ce soit des sports. Moi, j'encourage beaucoup les sports, mais ça peut être les arts, la musique, voir les gens. Donc, c'est vraiment pas juste les parents, l'adolescent, souvent, on ne veut pas être avec nos parents, c'est le contraire, mais beaucoup les amis, les pères. Donc, ce sont tous des facteurs de protection. Puis, en fait, si je peux me permettre de donner un petit Je vous conseil en prie. avec les adolescents, parce que c'est difficile, hein, c'est particulier avec les adolescents. Euh, c'est une période normale de questionnement, on se demande qui on est, on se cherche, on ne veut pas nécessairement être tout le temps avec nos parents. Donc, un conseil que je donne pour les parents, pour créer le lien, pour aider, c'est d'encourager notre jeune dans tout ce qu'il fait, s'intéresser à sa musique. Un truc que je donne en voiture quand vous faites des lifts, là, quand on va reconduire les jeunes, en une certaine période, on dit qu'on est quasiment presque un taxi. Donc, Très de bien. profiter de cette période-là pour faire mettre la musique que notre jeune, notre ado aime. Donc, c'est juste ça, c'est de s'intéresser à son univers. Puis, souvent, il y a des discussions qui vont dans la voiture. Si on ne le bombarde pas de questions pour moraliser, Tout ça à va fait. aller. Oui. Et un facteur de protection aussi qui a été prouvé scientifiquement super important au niveau des ados, si je parle des idées suicidaires, un facteur de protection, c'est d'avoir un repas, donc de prendre le temps de manger, par exemple le souper le soir, en famille, assis à la table, pas de cellulaire, pas de télévision. Puis Ça même si ça pourrait avoir des conséquences positives. Écoutez, on va juste faire une pause et on va relancer la discussion avec vous. Madame Mélanie Richard, qui est mon invitée de ce jeudi, mesdames et messieurs, auteure de Vivre avec un proche qui souffre de dépression chez les éditions Béliveau. On vous revient tout de suite. On est de retour avec vous, mesdames et messieurs. On parle dépression à travers ce livre. Vivre avec un proche qui souffre de dépression, avec mon invité de ce jeudi, Madame Mélanie Richard, chez Agora, toujours à ICI Télévision, mesdames et messieurs. Alors, Madame Richard, je vous amenais à parler d'ados. Vous avez préconisé n'est-ce pas, des pistes positives qui sont à même d'amener cet adolescent, cette adolescente à parler, à s'exprimer. Et j'ose présumer que c'est toujours bien, au lieu de prodiguer, de donner des conseils, là, tout le temps, fais ceci, fais pas cela, ben, de rentrer, de considérer l'ado comme étant un adulte aussi, c'est une belle approche. oui, et puis en fait, c'est ce que tout humain on a besoin, d'avoir un espace, un moment où est-ce qu'on se sent entendu et reconnu dans ce qu'on vit, autant dans Exactement. nos émotions que nos perceptions d'une situation. Exactement. Alors, bon, je retiens à la page 56 certaines caractéristiques là, de la dépression. La dépression, là, vous citez, vous dites la dépression se caractérise par la présence de 5 symptômes parmi les 9 suivants. Là, je les cite brièvement, là, si vous permettez. Humeur Oui, bien dépressive sûr. quasi permanente définie par un sentiment de tristesse ou de vide, diminution significative ou perte d'intérêt de plaisir pour tout, perte ou gain de poids significative, insomnie ou hypersonie, pardon, fatigue ou perte d'énergie, agitation ou ralentissement psychomoteur,
Sentiment de dévalorisation, diminution de l'attitude à penser ou à se concentrer, pensée de mort ou idées suicidaires. Ben, c'est vrai que ce sont, n'est-ce pas, que ce sont des symptômes de dépression, mais c'est aussi valable pour l'homme et la femme. Là, il n'y a pas de nuance à faire à ce niveau. J'ajouterais, oui, il y a une petite nuance à faire, OK. si vous me le permettez. Mhm. En fait, une spécificité au niveau des hommes, ce n'est pas. Puis d'ailleurs, juste avant que je continue, je vous remercie d'avoir pris le temps de citer les symptômes, puisque vous me l'avez demandé au Je vous départ en du prie. début de l'entretien. Puis j'ai essayé d'être de manière vague, à essayer d'utiliser des termes plus que monsieur et madame tout le monde va se reconnaître, puisque je souhaite de tout cœur que si quelqu'un écoute l'émission et qui ne sait pas qu'il y a dépression, mais qui ne se comprend plus, ben, OK. ça résonne en soi, puis ils disent, oh, il y a peut-être quelque chose, puis aller consulter. Donc, Exactement. je trouve que ça a été plus vague au départ. Maintenant, on va avec les symptômes précis. Mhm. Ce que j'allais dire par rapport aux hommes, ce n'est pas tous les hommes, mais je crois que c'est important de spécifier que parfois, chez certains hommes, la tristesse, qui est un des symptômes de la dépression, au lieu que ce soit ça qui paraît plus en avant, parce que c'est quelque chose qui est assez présent, ça va être plus l'agressivité, la colère. Donc, je crois que c'est important de le nommer, puisque ça arrive souvent dans mon bureau qu'il y a un homme qui va entrer et va dire, je me comprends pas, j'ai pété une coche, ou je suis en colère, je suis impulsif, mais il est là puis il m'explique, mais c'est pas moi, là. Puis, c'est effectivement, là, je suis pas en train de dire que toute personne violente est en dépression, c'est pas ça du tout, ni de dire que c'est correct, mais juste que si c'est un changement de comportement, l'homme, la personne n'est pas comme ça habituellement, mais de se poser la question parce que ça peut être un symptôme de la dépression. Donc, Donc, puisque les gens... Oui, allez-y. oui, donc ce que je voulais dire, que la consultation, elle est vraiment souhaitable là, dans pareil cas. Oui, puis dans tous les cas, les gens ne se reconnaissent pas. Donc, c'est vraiment les Mhm. changements de comportement à plusieurs niveaux. Souvent, il va y avoir des impacts aussi dans notre fonctionnement. On va avoir de la difficulté à fonctionner au travail. On va faire plus d'erreurs puisqu'on est très préoccupé, on est dans notre tête. Donc, le moral est moins là, l'énergie est moins là, la concentration est moins là. Il y en a aussi qui vont arriver qui vont dire, mais là, je fais des erreurs. Pourtant, ça fait plusieurs années que je fais mon travail. Donc, c'est pas Mhm. qu'ils ont plus de concentration ou qu'ils ne font qu'il y a des erreurs, c'est des symptômes la dépression. C'est des symptômes, exactement. Alors là, dans ce livre, justement, vous avez préconisé des issues, Mme Richard, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup, parce que vous y allez avec votre sens de psychothérapeute, c'est très, je veux dire, c'est très scientifique, c'est très bien. L'activation comportementale comme issue, qui est une issue extrêmement fiable, je veux dire, mais aussi, il y a certains passages comme le fait de faire grandir la partie en toi qui veut vivre. Je retiens entre autres ces genres de passages, mais il faut dire que aussi il y a la volonté d'aller de l'avant avec cela, parce que j'ose présumer que travailler cette volonté, eh bien, c'est une phase préliminaire, n'est-ce pas? Si vous me permettez, je vais reprendre un peu vos termes, puis je suis contente que vous l'ayez nommé de cette façon-là, puisque souvent les gens vont penser que c'est une question de volonté. Et quand je disais en dépression, souvent on est pris dans nos pensées. Puis dans le premier chapitre, j'ai vraiment un témoignage de quelqu'un qui partage qu'est-ce qui se passe dans notre tête, qu'est-ce qu'on pense quand on est en dépression puis qu'on ne se comprend pas. Mais on ne se reconnaît pas, premièrement, on ne comprend pas ce qui se passe. Puis ça va au-delà de la volonté. La OK. dépression, c'est vraiment quelque chose qui nous affecte à tous les niveaux. Et ça va beaucoup plus que d'avoir la volonté d'aller de l'avant. Donc, et de faire attention, de ne pas dire à quelqu'un, je vais vous donner un exemple. Mhm. Souvent, quelqu'un qui est en dépression va penser qu'il est plus bon à rien parce qu'il n'est plus capable d'accomplir nécessairement ou tout ce qu'il faisait avant. Donc, et puis là, j'ai plusieurs exemples en tête parce que ça ne veut pas dire quelqu'un qui est plus capable de se lever pour aller au travail ou s'habiller, on est rentré en dépression majeure, mais ça peut être au début, comme je disais, faire des erreurs, de plus se reconnaître, oublier des choses qu'habituellement, normalement, oublie pas être plus impulsif, se refermer. Vous voyez, la tendance, c'est à se refermer, de s'isoler au lieu de parler aux gens, puis d'utiliser notre réseau qui est un facteur de protection. Et certaines pensées qu'on va avoir en dépression, c'est je me reconnais plus, je ne sers plus à rien, je recommence, je serai plus capable d'être comme avant. Donc, c'est très difficile et ça va au-delà de la volonté de sortir d'une dépression. Donc, faire attention à nos croyances, c'est pour ça que je suis contente de le partager. Des fois, le conjoint ou la conjointe, une amie va arriver à la fin de la journée et dire, mais qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui?
la personne, ça se peut qu'elle n'ait pas fait grand-chose parce que il y a pour certaines que juste de se lever, s'habiller, manger, ça demande beaucoup d'efforts. Oui, Donc, et là, je te disais, tu n'as rien fait encore aujourd'hui. Ça vient confirmer leur fausse croyance de dire je suis plus bon à rien. Puis, vous voyez, c'est pour ça que c'est important de le partager parce que la personne qui nomme ça, c'est pas mal intentionné, c'est ça que je oui, disais, quand on n'a pas les connaissances, on ne le sait pas. Donc, on voit notre proche qui ne va pas bien, qui a de la difficulté à s'en sortir, puis souvent, on va se sentir impuissant face à la situation, puis on ne sait plus quoi faire. exactement. Donc, c'est le Parfait. but du livre. Je partage beaucoup d'éléments comme ça. Qu'est-ce qui est normal dans nos réactions, nos émotions, autant la personne qui est en dépression que le proche. Puis, ben, en fait, je suggère évidemment des alternatives. C'est pas juste de dire dites plus ça, mais je suggère des alternatives autant pour quoi faire qui va être aidant pour notre proche, mais surtout soi aussi qui prend soin de soi. Exactement. Prendre soin de soi, comme vous dites. Bon, ben, alors, on va faire une autre pause et on revient dans les prochaines minutes pour continuer notre conversation avec Mélanie Richard, mon invitée d'aujourd'hui. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs. Mélanie Richard, c'est mon invitée d'aujourd'hui, déjà auteur d'un best-seller, là, qui est émergé de sa zone de confort, réaliser votre plein potentiel. Mais là, il nous fait sortir un nouveau livre, Vivre avec un proche qui souffre de dépression. On parle de ce sujet qui est vraiment d'une grande sensibilité. Beaucoup de gens n'osent pas admettre qu'ils sont sous déprime, sous dépression, ou bien ils ne sont pas conscients de cela. Eh bien, nous continuons notre discussion aujourd'hui avec notre psychothérapeute invité. Alors, Madame Richard, là, on va continuer à parler des issues. Là. Justement, dans le livre, vous amenez ces issues. Il faut de l'écoute, n'est-ce pas? Il faut de la compassion, de l'empathie, respecter les choix du déprimé. Mais encore, moi, je veux ramener un élément, celui des antidépresseurs. J'imagine que c'est un travail purement scientifique de clinicien. Hein. Comment est-ce que vous faites la part des choses avec cela? Surtout qu'avec les antidépresseurs, eh ben, le risque est souvent celui, n'est-ce pas, de l'addiction, que la personne ne peut plus, n'est-ce pas, s'en passer des comprimés parce qu'il est souvent nerveux, parce qu'il est souvent en déprime. Mais ce point-là n'en demeure pas moins d'une certaine sensibilité parce qu'on voit autour de nous beaucoup de personnes là qui consomment ces antidépresseurs, parfois de manière excessive. Quel est votre argumentaire à ce niveau, madame? En fait, je crois qu'au niveau de la médication, il y a plusieurs molécules et je crois que pour ce qui est de la médication, ce que j'encourage toujours les gens, c'est d'en parler avec le médecin et de gérer le tout avec le médecin. Que ce soit les symptômes, que ce soit les peurs, les inquiétudes, c'est sûr que je peux défaire ça avec eux. Mais je crois que c'est vraiment un travail d'équipe entre moi, le médecin et le pharmacien. C'est sûr, moi, je ne décide pas du tout les médicaments. Il y a plusieurs molécules, c'est vraiment le médecin qui décide. Mais lorsqu'on a des inquiétudes, des questionnements, des croyances, peu importe, c'est d'en parler avec son médecin, celui en fait qui a démarré la médication. Super important. Et ce que je suggère toujours, c'est jamais de cesser tout d'un coup un médicament. Un antidépresseur, évidemment, qu'on parle. Mhm. Donc, c'est quelque chose qui commence à petite dose, mais pour le cesser, c'est la même chose. Donc, c'est toujours important d'en parler avec le médecin traitant, celui qui a donné la médication. La médication, c'est prouvé scientifiquement, ça fonctionne, mais comme ce qu'on disait avant la pause, la thérapie cognitivo-comportementale, le changement, en fait, les comportements, tout ce qui est au niveau, tout ce que je travaille en psychothérapie, au niveau des pensées, des croyances, des comportements. Donc, c'est vraiment aussi ce qui a un impact. C'est un mélange de tout. Donc, comme tout à l'heure, lorsqu'on disait c'est important de tomber, c'est pas ça l'échec, c'est de ne pas passer à l'action qui est l'échec. Donc, plus qu'on est en mouvement, plus qu'on est en action, plus C'est qu'on ça. s'éloigne de la dépression. Et comme je disais, c'est pas par manque de volonté que les gens font de moins en moins de choses et qui s'isolent. C'est justement, c'est la lourdeur, la dépression qui met un Oui. voile sur les gens et qui mène à ça. Donc, oui, les médicaments, mais aussi tout ce qui vient avec, donc de passer à l'action
et tout ce que les éléments que vous venez de nommer, d'être capable de prendre soin de nos émotions, de nommer les choses, d'avoir de la compassion, en fait, pour le proche, la personne qui vit une dépression, d'avoir de la compassion pour celle-ci, mais avoir de l'autocompassion envers soi et la Oui, personne aussi en dépression. Parce que se taper sur la tête et dire, s'auto-flageller, dire, je suis plus bonne à rien, comment ça, je tombe en dépression, c'est un échec, c'est pas un oui, échec. Une oui, épreuve de la vie. Puis, ben, juste déjà d'en parler, ça demande tellement de courage. Ça, c'est une autre chose. La perception que la dépression, c'est un échec ou de demander de l'aide, c'est tant difficile à cause des jugements. Au contraire, c'est un courage que ça prend pour pouvoir, c'est une force d'être capable de dire, OK, de parler de ce que je vis, c'est une chose, et en plus d'aller chercher de l'aide. C'est très difficile. Il faut se rappeler aussi dans l'état dans lequel oui, on est lorsqu'on est en dépression. Là. On n'a pas toute l'énergie, ça va pas bien, le moral, c'est difficile, la tristesse, la lourdeur. Donc, ça prend beaucoup de courage. Et moi, je trouve ça très honorable. Et j'encourage les gens, justement, à pas garder tout ça pour eux et d'aller en parler, que ce soit un psychologue, un travailleur social, médecin, peu importe, même les proches, s'ouvrir. Et pour ça, aussi, les éléments importants que je disais dans les solutions, c'est oui, l'écoute, mais c'est aussi de respecter le rythme de chacun. On a tous un exact. rythme différent. C'est super important. Mais soit aussi envers soi, respecter notre propre rythme. Ça ne va pas nécessairement à la vitesse qu'on veut lorsqu'on veut des changements de comportement et encore moins lorsqu'on veut sortir de la dépression. Tout à fait. Alors, j'aimerais mentionner aussi que la fin du livre, il est consacré à beaucoup de références. J'avais mis des références, Madame Richard, justement pour même des numéros de téléphone, même des formulaires, là, parce qu'il faut diagnostiquer une dépression, qu'elle soit légère, n'est-ce pas, qu'elle soit modérément sévère, etc. Je trouve ça très intéressant. Preuve justement pour pouvoir recommander ce livre, mesdames et messieurs, à lire et à relire, parce que ça va beaucoup aider les gens qui sont touchés. Alors écoutez, il reste moins d'une minute. J'aimerais vous amener à commenter là, cette citation très brièvement, Madame Richard. La vie, c'est comme une bicyclette, là, Albert Einstein. Il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Vous avez 50 secondes, je vous en prie. Toujours être en action, avancer, sortir de sa zone de confort, aller au-delà de l'inconfort. Plus qu'on est dans l'action, plus qu'on s'éloigne de la dépression. Et ce que je suggère toujours, c'est au lieu d'être dans notre tête, à se taper dessus ou à être anxieux, s'inquiéter, go explorer la vie, amusez-vous et d'avoir à tous les jours des petits bonheurs, l'appréciation, un moment de reconnaissance pour quelque chose, peu importe ce que c'est. Excellent. Mélanie Richard, Vivre avec un proche qui souffre de dépression, paru chez les éditions Béliveau, à recommander vivement. Mesdames et messieurs, merci beaucoup, madame, d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre continuel intérêt, mesdames et messieurs. Kamal Benkiran avec vous. Prochain rendez-vous chez Agora, jeudi à 15h30. Portez-vous bien. Au revoir.